acheté beaucoup et ça m'a pris énormément de temps avant de me commettre et d'en faire un, justement parce que j'apprécie. Imaginez une voix qui a charmé des millions, soudain brisée par un aveu qui ébranle tout. À 52 ans, Isabelle Boulay révèle enfin les ombres derrière son sourire éternel, transformant son silence en un cri libérateur qui bouleverse le monde francophone. Pendant plus de 30 ans, la France et le Québec n'ont vu d'elle qu'une voix radieuse, un sourire qui semblait inébranlable, une femme dont la douceur calmait les tempêtes. Mais derrière cette image lumineuse se cachait une vérité qu'elle avait soigneusement enfouie. Isabelle souffrait en silence. Et ce soir-là, assise dans son appartement parisien, elle a enfin décidé de raconter ce que personne n'avait jamais entendu. La caméra tremblait légèrement lorsqu'elle a commencé, pas parce que la chanteuse manquait de confiance, mais parce qu'elle savait que le poids de ce qu'elle allait dire allait fissurer l'image publique qu'on lui avait construite, et peut-être même celle qu'elle s'était racontée à elle-même. « Depuis des années, je chante pour ne pas pleurer », murmura-t-elle. Cette phrase simple mais déchirante marque le début d'une confession qui allait bouleverser le monde francophone. Et si le destin n'était qu'un piège déguisé en rêve ? Car avant d'être une star, Isabelle était cette petite fille de Sainte-Félicité, debout sur une chaise de bois dans le restaurant de son père, chantant à 2 ans et demi pour des clients qui n'imaginaient pas qu'ils assistaient au premier chapitre d'une légende. Cet enfant frêle mais déterminé avait grandi entre les parfums de soupe chaude, le bruit du vent sur la côte gaspésienne et les soucis financiers qui pesaient comme un ciel d'hiver sur la maison familiale. Elle ne le disait jamais, mais sa voix était née de la nécessité de survivre, de donner un sens à une existence marquée par la fragilité. Et pourtant, alors qu'elle semblait promise à une carrière discrète dans son village isolé, le destin avait décidé de frapper un grand coup. Un soir de trahison bienveillante qui changea tout. En 1988, sans qu'elle ne le sache, des amis l'inscrivent à un concours de chant à Matane. Isabelle n'a pas choisi de monter sur cette scène, c'est la scène qui l'a choisi. Quand elle voit la foule, la lumière crue, les tables alignées, elle sent un vertige. Elle n'a que 16 ans, ses mains tremblent, sa gorge se noue, elle pense à faire demi-tour. Mais une silhouette dans la salle change tout. José Lito Michaud, celui qui deviendra son agent, celui qui comprend en une seule note que cette voix-là n'appartient pas au hasard mais au destin. Ce moment, Isabelle ne l'oubliera jamais, ni lui non plus, car ce premier choix, ce saut dans le vide, allait l'emporter dans un tourbillon que ni elle ni sa famille n'auraient pu imaginer. Mais derrière les lumières, une ombre grandissante. Au lieu de savourer cette ascension fulgurante, Isabelle ressent quelque chose qu'elle n'ose avouer. Une peur grandissante, une solitude nouvelle, un monde trop vaste pour une fille de Gaspésie. Mais rien ne pouvait arrêter la machine désormais lancée. 1990, elle remporte le prestigieux festival de Petite-Vallée. 1991, elle conquiert le festival de Grand B avec une interprétation d'Amsterdam qui glace la salle. Puis viennent les Francopholies de Montréal, la première fois où son nom circule hors du Québec. Les portes s'ouvrent, les regards se tournent vers elle, le destin s'accélère. Et pourtant, derrière les applaudissements, personne ne voit les larmes qu'elle ravale avant de monter sur scène, la peur intime de décevoir, l'impression constante de ne jamais être assez. Ce contraste entre gloire et tourment intérieur cache une vérité explosive, ce qui 30 ans plus tard l'a conduite à ce soir étrange où pour la première fois elle ose dire « Je me suis longtemps perdue derrière ma propre voix ». Ce n'est pas seulement le début de sa carrière que raconte cette confession, c'est le début d'une vérité longtemps retenue. Lorsque la carrière d'Isabelle Boulay décolle véritablement à la fin des années 1990, le monde extérieur n'y voit qu'un conte de fées moderne. On célèbre cette voix limpide, cette élégance presque intemporelle, ce mélange de force et de vulnérabilité qui semble toucher même les cœurs les plus endurcis. Mais personne ne se doute alors qu'à mesure que les projecteurs s'intensifient, les fissures intérieures d'Isabelle s'élargissent. Un album qui scelle son destin. Mais à quel prix ? En 1996, elle sort son premier véritable album, Fallait pas. Une œuvre encore fragile, encore hésitante, mais déjà marquée par une profondeur émotionnelle rare. L'album ne fait pas un triomphe commercial et pourtant il agit comme une clé qui ouvre les portes du Québec, puis très vite celle de la France. Isabelle le sait, un artiste peut supporter l'échec, mais il ne survit jamais longtemps à l'indifférence. Ce premier disque, même modeste, lui prouve que le public l'écoute, et c'est là que naît en elle une pression terrible, ne plus jamais décevoir. Mais en 1998, le basculement fatal. Avec État d'amour, elle atteint pour la première fois le cœur du grand public. Les chansons tournent en boucle à la radio, les ventes explosent. La France la découvre, et en quelques mois, Isabelle passe de chanteuse prometteuse à phénomène francophone. On pourrait croire qu'elle danse de joie,
Mais le soir de la sortie de l'album, seule dans une chambre d'hôtel à Montréal, elle avoue à une amie par téléphone « J'ai peur que tout ça ne soit pas réel. J'ai peur qu'on me retire tout demain. » Cette phrase en dit plus long que n'importe quelle biographie. Le succès pour elle n'est pas un cadeau, c'est un poids. Et ce poids devient écrasant lorsqu'elle est nommée à 4 Félix cette même année pour n'en remporter aucun. Le Québec entier crie à l'injustice. Les journaux parlent d'un scandale culturel, les fans se révoltent. Certains membres du jury sont même critiqués pour leur choix. Mais Isabelle, elle vit cet épisode comme une blessure intime, presque une humiliation qu'elle n'ose confier à personne. Ce soir-là, après la cérémonie, elle rentre dans son petit appartement de Montréal. Elle retire ses chaussures, s'assied sur le parquet, regarde les affiches de ses propres concerts et fond en larmes. Pas de larmes de colère, des larmes de doute, des larmes qui chuchotent « Et si je n'étais pas assez ?» Ce moment-là deviendra un tournant. Pour la première fois, Isabelle comprend que le succès n'est pas une ligne droite, mais un labyrinthe où chaque victoire peut cacher une défaite et où chaque défaite peut renfermer une vérité profonde. Mais la vraie tempête approche, prête à tout emporter. L'année 2000 arrive comme un raz-de-marée. Mieux qu'ici-bas, l'album qui fera d'elle une icône. Parle-moi traverse l'Atlantique, s'installe dans les cœurs, grimpe les charts français. Le disque est certifié or puis platine. Les récompenses pleuvent. Le monde célèbre Isabelle. On raconte même qu'après un concert, Charles Aznavour lui aurait glissé « Votre voix est un refuge, ne laissez jamais s'éteindre ». Personne ne voit à ce moment précis que cette même voix la consume de l'intérieur. Pendant les semaines d'enregistrement, Isabelle travaille 16 heures par jour. Elle réécrit les paroles des dizaines de fois. Elle s'écroule dans le studio après une séance particulièrement éprouvante. Le producteur doit interrompre l'enregistrement. Elle pleure. Elle répète « Je dois faire mieux, je dois faire mieux ». Mais mieux que quoi? Mieux que qui? Elle ne le sait même plus. Le public voit l'image parfaite d'une artiste arrivée à son apogée, d'une femme enfin reconnue pour son talent. Mais Isabelle, elle glisse lentement dans un engrenage où la passion commence à ressembler à une obligation et où chaque applaudissement devient une interrogation. Elle chante soir après soir, non pas pour exprimer son art, mais pour mériter sa place. Le succès, ironie du sort, est en train de la dévorer. Et pourtant, une idée étrange commence à germer en elle. Une idée qu'elle n'avait jamais envisagée, et si un jour, elle n'avait plus la force de continuer? Et si derrière les lumières, sa propre voix s'éteignait? Ce doute lancinant l'accompagne partout, dans les coulisses, dans les chambres d'hôtel désertes, dans les voitures qui l'émènent de plateau en plateau. Elle met un sourire devant le monde, mais le soir, dans le noir, elle écrit dans un carnet « Suis-je encore moi ou juste le rêve que les autres ont fait pour moi ?» Ce que personne ne sait encore, c'est que ce tourment intérieur, cette lutte invisible, ne vient pas seulement du succès. Il vient aussi d'un vide bien plus profond, bien plus ancien. Un vide que seule l'histoire de sa famille, et surtout la perte d'un homme qu'elle aimait plus que tout, peut expliquer. Si le public a toujours perçu Isabelle Boulay comme une femme guidée par la passion, la douceur et la lumière, c'est parce qu'il n'a jamais vu ce qui se cachait derrière son sourire. Car avant de devenir la star que l'on connaît, Isabelle avait construit sa force sur un seul pilier, son père, Raymond Boulay. Et ce pilier, un jour, s'est effondré. La Gaspésie des années 1980 n'était pas tendre. L'hiver y grignotait les maisons et la pauvreté y grignotait les familles. Au restaurant familial, son père travaillait sans relâche, préparant des repas chauds pour les pêcheurs et les gens du village. C'est là, entre des casseroles qui frémissaient et des conversations murmurées, qu'Isabelle chantait ses premières notes. À 2 ans et demi, elle ne comprenait pas encore le monde, mais elle comprenait déjà une chose, c'est la voix qui faisait briller les yeux de son père. Ce lien était absolu, presque sacré. Raymond n'était pas seulement un père, il était le premier public, le premier critique, le premier protecteur. Il était celui qui lui disait « Continue ma fille, ta voix va t'emmener loin ». Mais dans les années 1990, alors qu'Isabelle commence à peine à trouver sa route dans la musique, une maladie cardiaque foudroie l'homme qu'elle aime le plus. La nouvelle tombe comme un coup de poignard. Le monde, jusque-là fragile mais encore supportable, s'écroule d'un seul coup. Elle se souviendra toute sa vie de ce jour-là. Le bruit du téléphone, le silence qui suit la phrase fatale, le sentiment que le sol s'ouvre sous ses pieds. Elle se rend à Sainte-Félicité, traverse le village en pleurant, franchit le seuil de la maison familiale où flotte encore l'odeur du café que son père aimait le matin.
Et là, en voyant la chaise vide à côté du comptoir où il s'asseyait toujours, elle comprend que rien ne sera plus jamais pareil. Pendant des semaines, Isabelle se renferme. Elle ne chante plus, elle ne parle presque plus. Elle se contente de s'asseoir dans sa chambre, serrant entre ses mains une vieille photo d'elle et de son père un soir de Noël, le regard noyé dans la douleur. Elle l'a confié un jour à Radio-Canada. « Quand il est parti, c'est mon enfance qui s'est éteinte. » Ce deuil n'est pas une simple blessure, c'est une cicatrice qui ne guérira jamais vraiment. Isabelle avoue qu'il lui arrive encore, même 30 ans après, de pleurer en regardant cette photo. Elle ne pleure pas seulement pour son père, elle pleure pour la petite fille qu'elle ne pourra plus jamais redevenir. Mais ce n'est pas la seule ombre qui a marqué son âme. En Gaspésie, la vie était dure. Elle se souvient de sa mère, Jocelyne Le Tourneau, assise tard le soir à la table de la cuisine, la tête dans les mains, pleurant en silence à cause des factures qui s'accumulaient. Isabelle, cachée derrière la porte, retenait son souffle pour ne pas faire de bruit. Elle se sentait inutile, incapable d'aider, prise dans une angoisse qui allait la suivre toute sa vie. Et puis il y a la Gaspésie elle-même, ce lieu magnifique mais impitoyable. Les forêts qu'elle aimait tant commençaient à disparaître sous les machines. Les villages se vidaient, les traditions s'effaçaient. Parfois, adolescente, elle allait s'asseoir seule sur la plage de Matane, regardant les vagues briser la côte, comme si elle tentait d'emporter avec elle les souvenirs qu'elle s'efforçait de protéger. Ce passé, loin des paillettes, explique mieux que tout son rapport compliqué à la célébrité. Elle n'a jamais voulu briller pour briller. Elle a voulu chanter pour survivre, pour honorer la mémoire de ceux qu'elle aimait, pour combler un vide immense laissé par l'absence de son père. Et pourtant ce vide, malgré le succès, malgré les millions d'albums vendus, malgré les salles pleines, ne s'est jamais réellement refermé. Même au sommet de sa gloire, elle ressent parfois ce même vertige, celui de la petite fille de Sainte Félicité qui regarde le monde avec des yeux trop grands pour elle. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas là, car la douleur familiale, aussi lourde soit-elle, n'est qu'un aspect de l'histoire. Le destin a décidé de lui imposer une autre bataille, plus sournoise, la solitude, ce compagnon silencieux qui s'insinue même au cœur des triomphes les plus éclatants. Au sommet de sa carrière, alors que les salles sont pleines, que les disques se vendent par des centaines de milliers, que la France et le Québec semblent ne jurer que par elle, un paradoxe cruel s'impose. Isabelle n'est jamais été aussi seule. Cette solitude n'est pas celle que l'on choisit pour se ressourcer. C'est une solitude glaciale qui s'insinue entre deux concerts, qui s'allonge dans les couloirs hôteliers impersonnels, qui chuchote dans les loges vides lorsque les applaudissements cessent. Celle qui fait trembler la voix, même la plus belle. Dans les premières années 2000, après le triomphe de Mieux qu'ici-bas, Isabelle se retrouve emportée dans un tourbillon médiatique. On lui demande tout. Interviews, plateaux télé, tournées interminables, collaborations prestigieuses. Elle sourit, elle accepte, elle chante. Mais chaque fois qu'elle ferme la porte d'une chambre d'hôtel, le silence tombe comme un coup près. Elle pense à sa famille en Gaspésie, à son père qui ne verra jamais tout cela, à sa mère qui vieillit seule dans la grande maison battue par le vent, à ses frères et sœurs qu'elle n'a plus le temps d'appeler, et surtout à la jeune fille qu'elle a laissée derrière elle, celle qui rêvait simplement de chanter pour rendre son père fier, pas pour remplir des arènes. Peu de gens savent que durant cette période, Isabelle écrit régulièrement dans un journal intime. Un soir, elle note « Je me retrouve devant 10 000 personnes, et pourtant je n'ai jamais eu autant peur d'être oubliée. » Une phrase qui glace le sang. Comment une femme acclamée par des foules peut-elle se sentir transparente? Et pourtant, c'est ainsi que fonctionne la solitude. Elle ne tient aucun compte du succès. Puis vient un autre choc, plus violent, plus cruel, l'échec professionnel. En 2009, elle sort l'album « Chansons pour les mois d'hiver », un disque intimiste, sincère, inspiré par ses blessures et ses souvenirs. Elle y met son âme, et le public ne suit pas. La critique se montre dure, parfois injuste. Certains chroniqueurs parlent d'un album fatigué, manquant d'inspiration. Des mots qui la transpercent comme des flèches. Un jour, en studio, assise dans le coin d'une pièce froide, Isabelle lit un article particulièrement acerbe. Elle pleure. Mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de fatigue ou de nostalgie, ce sont les larmes d'une artiste qui se demande si elle a encore quelque chose à offrir au monde.
ce n'est pas tout. Elle accepte ensuite de devenir coach dans La Voix, la version québécoise de The Voice, durant les saisons 2, 3 et 5. Elle s'attache à ses candidats, elle veut les protéger, les aider, les guider. Mais 3 fois, son équipe échoue à remporter la compétition. À la télévision, elle garde le sourire. Mais dans les coulisses, elle répète au producteur « Peut-être que je ne suis pas faite pour guider les autres. Peut-être que je ne suis pas assez forte. » Ses doutes, ses échecs, cette pression constante la ronge. Alors qu'elle devrait savourer sa place dans le panthéon musical francophone, elle se met à craindre sa propre voix, comme si le don qui l'avait sauvée autrefois pouvait maintenant la trahir. Le moment le plus dramatique survient lors d'une session d'enregistrement pour un projet important. Elle travaille depuis plus de 15 heures. Elle chante, recommence encore. Sa voix se brise. L'ingénieur du son l'arrête. Elle s'effondre. Elle pleure jusqu'à ne plus pouvoir parler. Elle murmure « Je ne veux plus ressentir ça ». Ce soir-là, elle envisage sérieusement d'arrêter, de quitter la scène, de disparaître, de vivre enfin loin du bruit, loin des attentes, loin des déceptions. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce n'est pas la carrière qui la ronge le plus. Ce n'est pas la critique, ce n'est même pas l'échec. Ce qui la terrifie vraiment, c'est l'amour. Car si la scène l'a souvent trahi, le cœur la trahit encore plus profondément. Pour le public, Isabelle Boulay incarne la douceur, la sensibilité et l'élégance. Mais dans sa vie privée, l'amour a souvent été un terrain fragile, semé de blessures que personne n'imaginait. Ses plus grands chagrins ne sont pas ceux de sa carrière, mais ceux de son cœur.